la question de l'intersectionnalité est souvent instrumentalisée au service d'une lutte particulière au lieu de permettre d'avoir cette vision plus globale ou cette analyse plus générale des identités multiples puis de nuancer, en fait. Grosse question, n'est-ce pas? Tu veux y aller? Tu veux que j'y aille? Ben, tu peux commencer. Ben, je pense que la première chose à réfléchir, c'est un peu qu'est-ce que ça veut dire l'intersectionnalité. Je pense qu'on a besoin quand même de se poser une question de définition avant de pouvoir bien expliquer c'est quoi son importance. L'intersectionnalité, pour moi, ou dans ma compréhension, premièrement, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on emploie à toutes les sauces aujourd'hui. On en entend beaucoup, beaucoup parler. Mais ce que ça sous-tend, ce que ça sous-entend, c'est qu'il existe plusieurs systèmes d'oppression. Par exemple, le racisme, le capacitisme, l'hétéronormativité, tout ça. Donc, c'est des systèmes d'oppression qui existent, qui font en sorte qu'on a certaines populations, certains groupes qui sont privilégiés, d'autres moins. Prendre en compte l'intersectionnalité, c'est prendre en compte, en fait, dans l'expérience d'une personne, comment est-ce que ces différentes identités-là peuvent entrer soit en collision ou être à l'intersection. Puis c'est ça qui crée l'expérience et le vécu de quelqu'un, en fait. Donc, pour moi, l'intersectionnalité, c'est vraiment avoir une compréhension des systèmes d'oppression pour voir de quelle façon est-ce qu'ils peuvent impacter le vécu de quelqu'un. Mais je pense que, tu sais, sur la définition que tu viens de donner, je suis... J'ai pas grand-chose à rajouter. Là. Je pense que tu as donné la définition assez standard, assez standard de la chose. Je pense que ma crainte, puisque justement, comme tu le dis, c'est un concept qui est galvaudé, puis c'est un concept qui est utilisé un peu à toutes les sauces, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on rentre dans... C'est toute la question des politiques concernant l'identité, identity politics. C'est que les identités de tous et chacun deviennent un peu instrumentalisées pour faire avancer des causes ou quoi que ce soit. Puis souvent, j'ai l'impression que dans ce focus-là, genre présentement dans le discours, du moins dans le discours qui a le plus de... peut-être pas le discours classique, mais le discours qui a le plus de tribunes, genre, et donc qui est le moins nuancé. Il y a une fixation, ou du moins comment dire, un éclairage particulier qui est mis puis qui est important sur, par exemple, la race. Et j'ai l'impression que comme si on comprenait l'intersectionnalité dans, sa définition comme originelle puis complète, il faudrait considérer plus d'éléments que juste la race, tu comprends? Puis l'élément que je trouve que présentement, on ne considère pas assez, je trouve que c'est vrai qu'on ne considère pas assez les enjeux de classe. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des critiques de part et d'autre. Je ne dis pas que les critiques qui sont faites sont bonnes ou sont parfaites. Je pense qu'il y a de la mauvaise foi, il y a de la mauvaise foi des deux côtés. Mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'on ne considère pas assez les enjeux de classe, puis qu'on ne réalise pas tout le classisme puis la violence symbolique qu'il y a dans l'utilisation de ces concepts-là. Pour moi, puis ça, c'est un des principes théoriques de l'intersectionnalité, puis c'est vraiment important de le réitérer, c'est de dire qu'on ne peut pas hiérarchiser les systèmes d'oppression, en fait. Puis on ne peut pas normer, de dire, mais pour toi, dans ton expérience, la race devrait être plus importante parce que c'est peut-être pas vrai. Peut-être que même toi, en tant que femme noire ou personne racisée, ce qui t'a vraiment impacté, c'est la question de la classe économique. C'est très possible. Puis, il faut être capable d'ouvrir le discours pour entendre ça dans ce que les gens nous disent. Là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est au fait où, justement, actuellement, la question de l'intersectionnalité est souvent instrumentalisée au service d'une lutte particulière au lieu de permettre d'avoir cette vision plus globale ou cette analyse plus générale des identités multiples puis de nuancer, en fait. Puis, tu sais, on n'entend pas souvent, par exemple, les associations, les personnes en situation de handicap se revendiquer de l'intersectionnalité pour faire valoir
leurs besoins ou leurs revendications. C'est souvent les questions qui sont associées aux luttes raciales, où est-ce qu'on va entendre l'intersectionnalité, donc c'est très associé. Mais pour moi, il faut avoir une compréhension qui est plus large que ça pour pouvoir inclure tout le monde. Le colonialisme aussi entre là-dedans, les relations avec les populations, les premiers peuples, les populations autochtones aussi, ça doit être considéré. Donc c'est vraiment pour moi de développer une autre façon d'entrevoir, de percevoir, d'analyser pour que tout le monde ait voix au chapitre puis que tout le monde soit inclus dans ça. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu apportes parce que tu vois toute la différence entre l'application d'une... Je connais un peu ton travail, d'une personne qui travaille sur le terrain VS qui est représentée dans les médias par rapport à ces concepts-là. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est lorsqu'on a des mots, puis des termes et des définitions qui, comment dire, ils sont pas nécessairement compris de la même manière par tout le monde, ce qui fait en sorte que l'exercice de parole devient extrêmement compliqué lorsqu'on n'a pas un langage commun. Parce que la réalité, c'est que la définition que tu es en train de donner d'intersectionnalité, définition avec laquelle je suis totalement en accord, c'est pas tout le monde qui la partage ou qui la comprend ou qui la voit de la façon dont tu le dis. Puis j'ai l'impression que c'est entre autres ce qui vient comme compliquer les conversations, puis parce que justement on n'a pas réellement un langage puis un terrain commun d'entente. Puis c'est pour ça qu'il y a certaines... il y a vraiment, comme tu dis, il y a vraiment une instrumentalisation qui se passe, puis je trouve ça dommage. Et lorsque je réfléchis à ces enjeux-là, moi, les questions que je me pose, puis c'est pour ça que les questions de classe, c'est toujours des questions qui me je sais pas, qui me rejoignent d'une manière particulière, parce que j'ai l'impression que c'est un facteur... que c'est un gros facteur commun, plus commun que la race, la classe. Et je sais même pas comment dire exactement la tristesse que j'ai, comme de voir l'espèce de division qui existe entre des gens qui partagent pourtant les mêmes conditions matérielles qui sont dégueulasses, puis qui sont pas égales. Je ne sais pas vraiment comment apporter cette réflexion-là, mais c'est de dire que je suis toujours dans la réflexion de est-ce que je ne suis pas en train de m'approprier la douleur d'autrui? Est-ce que la colère que j'ai, c'est réellement la mienne? Est-ce que la frustration que j'ai, c'est réellement la mienne? Ou je tombe un peu dans cette espèce de cirque, tandis que ça peut être vraiment déconnecté des réalités que tu vis. Puis j'ai l'impression qu'à un certain extent, ça arrive souvent. Puis ton activisme peut aussi tomber dans la performance. Et lorsque je me rappelle de ce genre de choses-là, ça fait en sorte que j'éprouve énormément... ça me fait questionner comme d'où tu parles. Je pense que c'est la question que les gens devraient se poser. D'où est-ce que tu es en train de parler? Puis la personne qui est devant toi, elle est en train de parler. D'où elle vient? C'est quoi sa provenance? Puis j'ai l'impression que parfois, même s'il ne faudrait pas hiérarchiser les oppressions, dans le discours actuel, mais il y a une hiérarchisation qui se produit. Effectivement. Et cette hiérarchisation-là, c'est normal qu'elle braque, parce que ça paraît vraiment beau d'arriver à quelqu'un puis de lui expliquer puis de sortir tout ton bagage de mots appris à l'université, des textes qui sont en anglais. Comme c'est très classiste. Il y a quelque chose moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très violent dans dire à quelqu'un « va t'éduquer ». C'est pas à moi de t'éduquer, tu as juste à lire un livre, tandis qu'on sait d'où viennent les théories. On sait que les théories sont majoritairement en anglais. C'est du langage universitaire. C'est compliqué s'informer. Puis il y a des gens qui sont trop occupés à survivre pour justement se pencher sur ce genre de choses puis maîtriser parfaitement le langage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu amènes. Un élément important, je pense que souvent les gens oublient aussi de faire ça. On aime parler d'intersectionnalité quand on comprend la théorie, on comprend les grands principes. Dans une réelle application de la théorie, chacun doit apprendre à se positionner lui-même par rapport à ses privilèges et ses oppressions, à la façon qu'il a acquis son savoir, à sa manière, soi-même, d'appréhender le monde, parce que personne n'existe à l'extérieur de ces systèmes-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, chacun, tout le monde y prend part, dans une mesure ou dans une autre. Chacun vient d'une socialisation qui lui est propre. Chacun est influencé par des oppressions et des privilèges qu'il vit. Puis, je pense que pour moi, avoir vraiment une approche intersectionnelle, c'est être capable justement de développer une sensibilité par rapport à ça. Être capable de comprendre que moi, mon positionnement,
il provient aussi de quelque part, il est aussi conditionné par quelque chose. Pour moi, avoir ce recul-là, d'être capable de se positionner soi-même, d'admettre que peut-être mes positions ou mes convictions politiques viennent de quelque chose qui m'est très personnel et qui n'est pas nécessairement universel, pour moi, ça, c'est la plus belle chose que quelqu'un peut faire pour pouvoir réellement entrer en connexion avec l'autre. Parce que si tu es capable de faire cet exercice-là pour toi-même, mais c'est-à-dire que tu vas être plus dans une perspective de bienveillance ou de compréhension envers l'autre si son positionnement est complètement différent du tien. Je sais que, bon, c'est quelque chose qui parfois est très difficile à faire, qui peut être très confrontant, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir accepter qu'on est tous conditionnés par quelque chose, que notre vérité, c'est notre vérité, qu'il n'y a pas une vérité universelle, et de se dire que, bon, moi, dans mon expérience, ce qui est plus important, c'est ça. Ça ne veut pas dire que dans l'expérience de l'autre avec qui j'interagis, c'est aussi la même chose. À partir du moment où on peut avoir cette compréhension-là, c'est là qu'on rentre dans une conversation qui est plus profonde et plus réelle. Et puis, où est-ce qu'on peut avoir cette analyse-là qui est plus détachée, en fait, puis de comprendre de manière plus générale les choses ou les déterminants qui affectent la vie des autres, puis qui créent des inégalités, en fait. Puis c'est seulement par là où est-ce que, à mon sens, tout notre militantisme, toute notre action, tout notre engagement devrait être orienté vers des choses qui permettent une transformation sociale ou une transformation des rapports de pouvoir. Sinon, on reste dans cet aspect performatif que tu as nommé, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de radical dans une performance qui ne s'accompagne pas d'un changement des conditions matérielles et réelles? Mm-hmm. Puis quand tu pousses, puis tu continues à réfléchir et à te questionner, tu es comme... Puis là, c'est peut-être mon côté un peu cynique, mais c'est de dire... lorsque toutes les marques sont d'accord avec ton mouvement, lorsque tout Hollywood est d'accord avec ton mouvement, lorsque tous les systèmes parce que ce sont des systèmes de pouvoir aussi sont d'accord avec ton mouvement, à quel point tu es vraiment en train de faire une transformation qui est concrète. Puis mon côté un peu cynique me tend à dire que peut-être que c'est pas tant concret. On peut essayer d'évacuer l'émotion tant qu'on veut, mais moi, je pense qu'il faut recentrer l'émotion au sein de ces conversations-là parce que c'est les seules façons qu'on va avoir si on a vraiment des conversations au niveau de l'émotion, si on comprend d'où ces émotions-là nous viennent, c'est seulement de cette façon-là qu'on va réussir à dénouer, en fait, quelque chose, puis orienter vers des véritables transformations. Moi, je parle souvent de transformation sociale. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Moi, je l'entends aussi en termes de rapport de pouvoir plus égalitaire, pas seulement en termes matériels, mais aussi au niveau même des prises de décision, au niveau de la représentation. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'un peu plus large que uniquement les conditions matérielles, même si c'est central, en fait, à la progression vers plus d'égalité. Mais je pense que trop souvent, on essaie de prétendre comme si on est rationnel alors qu'on est émotionnel dans ces débats-là, puis qu'il va falloir l'admettre pour pouvoir avancer, en fait, tu vois. Deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Tu dis, puis ça c'est peut-être le point dans lequel nos visions sont un peu divergentes. Pour moi, tu vois, les conditions matérielles, c'est un everything. C'est vraiment comme... Puis je sais, il y a différentes manières de mener les luttes, puis c'est bien correct. Il y a d'autres personnes qui se concentrent plus sur un aspect plus large du pouvoir, par exemple, les représentations, les CA et ce genre de choses-là. Mais tu vois, de façon personnelle, moi, ce qui me rejoint puis ce qui me tient à cœur, c'est le changement des conditions matérielles, parce que j'ai l'impression que, puis ça, c'est bien personnel à moi, qu'il y a quelque chose d'un peu... justement, c'est à propos... le reste, donc toute la question de la représentation, c'est relié au pouvoir, c'est relié à un certain statut. Puis dans ma compréhension des choses, je suis comme, ça m'intéresse pas qu'on ait le même système qu'on a, mais avec plus de diversité. Ça ne m'intéresse pas que le système reste exactement pareil, mais qu'on enlève quelques hommes blancs puis qu'on mette quelques femmes trans ou quelques personnes noires ou comme si les choses restent exactes, si les structures puis les impacts que ça a sont exactement les mêmes. La politique de la représentation ne m'intéresse pas à ces conditions-là parce que j'ai l'impression que c'est juste une façon de donner un nouveau visage aux structures de pouvoir qui sont existantes. Puis ça, je dois te dire que ça me fait peur parce que j'ai l'impression que présentement, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Je disais... Je sais pas, je me rappelle plus qui le disait, mais c'était que la révolution doit être permanente.
Parce que si la révolution arrête, elle devient un statu quo. Puis si elle devient un statu quo, ben ça fait juste mettre une nouvelle caste de personnes au pouvoir.